Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre une fois encore sur votre émission à Palabre. L'actualité cette semaine a été marquée par deux faits tragiques. Le premier est la mort d'un citoyen béninois abattu par un militaire togolais aux encablures de la frontière bénino-togolaise. Le second est la mort de l'étudiant Théophile Dieudonné Diarho, également abattu par les forces de l'ordre lors d'une manifestation à l'université d'Abomey-Calavi. Ces deux événements, tous inédits, ont un dénominateur commun, le coronavirus. Mes fidèles compagnons sont déjà là avec moi sur ce plateau. À ma gauche, j'ai Yves Dakoudi. Bonjour Yves. Bonjour. De l'autre côté et en face de lui, Landré Vaudier. Bonjour Landré. Bonjour aux internautes. Et sois le bienvenu après ce petit manquement la semaine passée, et merci pour la patience. Merci. Je le disais, le mardi 24 mars 2020, un violent affrontement s'est déroulé entre étudiants et policiers à l'université d'Abomey-Calavi, causant la mort d'un étudiant nommé Théophile Dieudonné Diarho. Selon les témoins, l'étudiant a été abattu par les forces de l'ordre, venu procéder à l'arrestation de certains responsables étudiants qui ont décrété la suspension des cours au sein de l'université d'Abomey-Calavi, afin, disent-ils, de lutter contre la propagation du coronavirus. Yves, selon vous, comment peut-on en arriver à utiliser des armes létales dans une manifestation d'étudiants? Oui, c'est assez déplorable comme drame. Toujours est-il que moi je suis un peu embêté sur la question parce que en l'absence totale d'une information sur le drame qui s'est produit, parce que jusque-là nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé, vu qu'aucune autorité habilitée à traiter de ces cas de figure n'est montée au créneau pour nous apporter des précisions sur ce qui s'est effectivement passé sur le campus le 24 mars dernier. Oui, mais vous ne pensez pas que c'est vraiment déplorable que après plusieurs jours, après qu'un homme, un étudiant, probablement un futur cadre demain soit tombé, que jusque-là, que ce soit le ministre de l'Intérieur, que ce soit le ministre de la Communication, que ce soit toujours silence radio? Non, tout au moins pour présenter la condoléance. Non, ce que je dis, moi personnellement, je m'étais attendu quand même, ne serait-ce qu'à un message de condoléances. Mais maintenant, par rapport au déroulé des événements, c'est quand même pas, l'étudiant, on l'a quand même pas, aligné au poteau pour l'abattre. Là, on sait qui a donné l'ordre, qui a tiré et tout. Là, je suppose que c'est dans un mouvement de foule et tout. Je pense que le temps peut-être de remonter à l'auteur du coup et tout. Je me dis que oui, ça peut prendre quelques jours pour qu'on vienne nous dire enfin ce qui s'est passé réellement, quoi. Bon, moi je reste toujours en attente. Néanmoins, j'estime que quand même le message de condoléances en direction des parents et de ses camarades aurait été bien. Landré, je vous repose la même question. Comment est-ce qu'on en est-on arrivé là à utiliser des armes létales dans le cadre de manifestations d'étudiants? Puisque c'est prouvé, selon les témoins, c'est bien que l'étudiant est mort des suites d'une blessure par balle. D'abord, avant tout propos, je voudrais dire paix à l'âme du jeune Théophile Diarho, présenter les condoléances à la famille éplorée et les compassions à ses camarades étudiants. C'est vrai, il faut le dire, c'est quand même assez déplorable qu'on enregistre de plus en plus ces genres d'événements au Bénin. Ça rappelle un peu les événements des 1er et 2 mai
lors des législatives passées, où il y a eu des manifestations populaires au cours desquelles une dame, la feu Prudence Amosso, qui a été abattue par balle. Et donc, c'est assez déplorable qu'on enregistre ce genre d'événements. C'est vrai, et Yves le disait tout à l'heure, qu'on n'a pas de façon vraiment officielle la confirmation que le jeune étudiant a été abattu par balle, mais il n'empêche que des témoignages requis de ses camarades étudiants qui étaient là pendant qu'il avait été agressé, et qui l'ont transporté, qui l'ont suivi qui l'ont suivi lors de ses soins et jusqu'à sa mort, des témoignages qui ont été requis un peu ici et là. On retient que le jeune a vraiment été atteint par une balle. Et donc, c'est assez déplorable, c'est assez déplorable. L'autre chose, c'est que logiquement, il devrait déjà, depuis que cet événement est arrivé, il devrait déjà y avoir une autorité qui monte au créneau pour situer l'opinion publique. C'est devenu un peu comme une habitude. On a parlé dernièrement d'un coup d'État avec Dame Rumeur qui a galopé ici et là, indexant même un nom que tout le monde connaît, un nom pas des moindres. Mais le gouvernement a observé une omerta terrible sur le sujet. Et ça devient un peu une habitude, c'est à déplorer également. Normalement, il devrait déjà y avoir, surtout qu'il s'agit du monde des étudiants, c'est quand même un jeune, les jeunes c'est le fer de lance de la nation, une autorité devrait déjà, à ce stade, au stade où nous sommes, monter au créneau pour situer les responsabilités et apaiser l'opinion, appeler au calme et surtout, par la suite, prendre une instruction qui satisfasse tous les partis d'un côté ou d'un autre. En tout cas, à défaut d'avoir la version officielle, on se contente de celle des responsables étudiants. Qui est en notre possession pour l'instant, oui, des responsables étudiants, qui étaient des témoins quand même privilégiés, on peut le dire. Tout à fait. Et donc, selon les propos du président de la FNEB, il disait que les choses ont très vite dégénéré et donc il faisait comprendre que la tournée, je rappelle que laquelle tournée, c'est que le 24 mars, les membres de cette fédération d'étudiants ont lancé une campagne de sensibilisation dans les amphithéâtres sur le coronavirus. L'objectif, selon le président donc, de la FNEB, c'était qu'il fallait emmener les étudiants à prendre conscience du danger que constitue le Covid-19 en vidant les salles de cours, vu que la règle de distanciation recommandée ne pouvait être observée dans des amphithéâtres de près de 1000 étudiants. Et donc, pour justifier ces actions, il évoque donc les mesures préventives prises par le gouvernement et surtout la note du recteur qui interdisait les manifestations de plus de 50 personnes sur le campus. Donc, ils étaient donc dans ces manifestations quand la situation a dégénéré parce que la police a fait irruption et a procédé à des arrestations dans le rang des étudiants, ce qui a fait monter la tension. Des jets de pierre contre des tirs de gaz lacrymogène allaient dans tous les sens. La circulation a été bloquée sur l'As Cotonou, Calavi et bien d'autres. Et pour finir, il faisait comprendre que la victime, donc Théophile Dieudonné Diarro, ne faisait pas vraiment partie des manifestants quand il a retrouvé par terre gisant dans son sang. Et donc de constat, de visu comme ça, il a eu l'impression que finalement c'est une balle qui a touché Théophile, mais qui ne pouvait pas justifier si c'est réellement une balle blanche ou une balle réellement. Tout compte fait, la victime, quelques temps plus tard, a succombé à ses blessures. Est-ce que vous ne voyez pas un peu dans cette situation qui est quand même tragique, que les étudiants étaient quand même dans leur droit ils cherchaient à se prémunir contre le coronavirus que nous savons est très contagieux. Ils n'étaient pas dans leur droit, selon vous? Est-ce qu'il faut d'abord, je pense qu'avant d'aller sur ce terrain-là, il faut voir un peu si l'on s'en tient au récit que vous avez.
que vous avez lu un peu tout à l'heure, on sent quand même qu'il y a un vide. C'est la version polie de l'éternelle victime. On présente la situation telle que, afin qu'elle puisse vous arranger le plus possible. Qu'est-ce que nous avons appris? Nous n'étions pas sur le campus, on était chez nous, on a appris qu'il y a eu des manifestations. On a appris que les mouvements d'étudiants ont décidé, suite à l'impossibilité d'observer la distanciation sociale, et vu le nombre pléthorique qu'il y a au niveau des amphis, ont décidé de surseoir au cours, et que il y a eu dans un premier temps une battue qui allait vider des amphis. On a mis des étudiants dehors, on a décidé, on a renvoyé, ils ont renvoyé de leurs camarades et tout, les mettre dehors pour qu'ils ne suivent pas les cours, et que par la suite, ils seraient allés bloquer le portail, l'entrée principale de l'université, et que c'est ça qui a amené, ça qui aurait amené les forces de l'ordre à réagir. C'est cet aspect-là. Dans les faits tels qu'il l'a relaté, il n'a pas ressorti ce côté-là. Moi, je trouve que si, dans une situation pareille, s'il n'y a pas une voix officielle qui décide de suspendre les cours, soit tu décides d'y aller avec tes risques, soit tu restes chez toi et tu assumes. Tu ne vas pas te pointer là-bas et décider de vider tout le monde pendant que les autres ont décidé d'aller suivre les cours. À partir du moment où il n'y a pas eu une décision du gouvernement qui a dit, qui appelle à arrêter les cours. C'est comme un parent qui décide de retirer ses enfants de l'école, qui les garde chez lui à la maison, et que parce que dans l'école de ses enfants, les gens continuent pas à aller en classe, il se lève le matin, il va là-bas, il sort les maîtres, les maîtresses et tout, il met tous les enfants dehors, et comme quoi il y a coronavirus. Je crois qu'il y a eu ce problème-là. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. La démarche n'a pas... Je crois qu'ils auraient peut-être pu trouver une autre formule. Dans le fond, est-ce qu'ils n'ont pas quand même raison, puisque en tant que responsable, je trouve parce que ils ont l'obligation de protéger parce qu'en l'absence d'une décision ferme et claire en direction des universités, par exemple, venant du gouvernement, je dirais du ministère de tutelle, et cette note-là, prise par le recteur qui a fait le tour des facultés, qui interdit les rassemblements de plus de 50 personnes. Lorsque vous mettez ces deux situations-là ensemble, ça crée un... Ça laisse oui, et c'est ça justement que c'est dans ce gouffre-là que les étudiants sont venus, parce que dans le même temps, lorsque on dit officiellement qu'il faut respecter les mesures de distanciation, et que on n'interdit pas officiellement les cours, et que le recteur décide que, bon, à partir de 50 personnes, alors qu'on sait que dans les amphis, c'est 800, 600, 1000, et qu'il faut descendre dans certaines entités, enfin, au niveau des masters et autres, là, pour voir un nombre moindre, autour de 30, 20 et autres, là, ça crée, c'est l'absence de décision officielle, et cette note-là qui a créé cette situation-là. Parce que si, dès le départ, on avait été clair, par exemple, s'il y avait eu aucune note, par exemple, du recteur, on aurait attendu que le gouvernement décide de la continuité ou non des cours. C'est ce flottement-là qui a fait que ça s'est embrasé. À qui la faute? Les responsables d'étudiants, à en croire, ils semblent être dans leur rôle. Le recteur a décidé de quelque chose, tenant compte de la décision gouvernementale, mais finalement, à qui la faute dans cette affaire?
Bon, je pense que d'une manière ou d'une autre, nous sommes en présence d'un déficit de responsabilité de la part de l'autorité dirigeante, qu'il s'agisse du gouvernement ou qu'il s'agisse de l'autorité rectorale. Nous sommes en présence d'un virus. Et tout le monde sait, on a toutes les informations aujourd'hui, on sait quel est le mode de propagation de ce virus-là, par simple contact. Le milieu estudiantin rassemble des milliers d'étudiants qui se côtoient chaque jour. On se souvient que le gouvernement, avant que ne naissent les instructions, est allé en conseil pour pratiquement toute une journée. Qu'ils sortent alors de là et étant en possession de toutes les informations, inclut le mode de propagation du virus, et qu'ils n'arrivent pas par exemple à instruire chaque entité de suspendre les cours, et donc le campus laisse croire un peu à un certain manque de responsabilité, ou même quelque part une fuite en avant. On a vu des églises adresser une note à l'autorité pour demander par exemple la suspension de leurs activités, une adresse qui a reçu l'opposition carrément de la part de l'autorité. Et donc quelque part, on a un peu comme l'impression que la situation n'est pas encore autant appréhendée. En tout cas pas en tant que telle, parce qu'il y a un certain laxisme qui est en train d'être observé. Et c'est ce qui a donné lieu à cette pagaille à laquelle nous avons assisté. On ne peut pas, d'accord, les étudiants sont dans leurs droits, parce qu'ils sont en train de, enfin les responsables d'étudiants sont dans leurs droits, quand ils veulent faire suspendre les cours pour ne pas que justement le virus entre dans le milieu estudiantin. Mais quelque part, l'autre question qui me vient à l'esprit, c'est comment est-ce que des gens à qui il a été interdit de se regrouper, à plus de 50 personnes se regroupent finalement pour aller manifester. L'autre question aussi, c'est comment est-ce que le professeur qui va donner cours dans un amphi où il y a 800, 1000 étudiants vient quand même, alors qu'il est au courant que il y a une instruction qui fait état de ce qu'il ne faut pas participer à des rassemblements de plus de 50 personnes, et donc c'est un peu un déficit de responsabilité. C'est une vraie bagaille. Moi, je me suis même dit, est-ce qu'il n'y a pas une erreur d'appréciation? Parce que je me dis, est-ce que cours et rassemblement, est-ce que les deux thèmes-là veulent dire la même chose dans le contexte? De toutes les manières, un cours aussi, c'est un rassemblement. Parce que c'est des étudiants qui se regroupent dans un amphi. Et je vois mal, avec les espaces que nous avons là, des étudiants se mettre, par exemple, à 1 mètre l'un de l'autre, en tenant compte du nombre d'étudiants qui doivent participer à ce cours-là. C'est pour ça que je Parce que lorsque vous prenez le courrier du recteur, là, et que vous essayez de transplanter ça dans les conditions qui sont les nôtres, vous êtes mal à l'aise. Parce que on sait que sur le campus, tout le monde sait que c'est toujours du monde dans les amphis. Et maintenant, on interdit des rassemblements à partir de 50 et on veut quand même maintenir les cours. Ça pose un problème. Voilà, mais dans la note oui, du recteur, est-ce que vous ne voyez pas la difficulté qu'a exprimé le recteur à respecter même les décisions, les mesures prises par le gouvernement? Tout à fait. Donc on sentait que c'était une difficulté au niveau du recteur. Alors finalement, est-ce que... Parce qu'il s'est retrouvé dans une situation où il ne pouvait pas intimer l'ordre d'arrêter les cours, parce que du haut, ça ne lui a pas été intimé. Exactement. Mais en même temps, il faut qu'il respecte les décisions du gouvernement qui veut que, à partir de, enfin, qu'il n'y ait pas de regroupement, qu'il y ait une certaine distance entre, alors que les infrastructures dont il est en possession ne lui permettent pas de respecter ça. Dans ce cas. Donc du coup, le fouteur de pagaille, c'est pas le gouvernement par hasard. D'une manière ou d'une autre, et c'est pour ça que moi je disais à l'entame de mon intervention qu'il s'agit là d'un déficit de responsabilité. Faute systématique du gouvernement
on ne saurait le dire, mais on ne saurait l'occulter non plus. Je disais tout à l'heure, le coronavirus n'a pas de spécification pour ce qui concerne sa cible. Que vous soyez opposant ou mouvancier, gouvernant ou citoyen lambda, vous êtes exposé. Est-ce que vous voyez? Donc c'est presque ne pas pouvoir, enfin, ne pas avoir pris toute la mesure de l'urgence même de la situation que de n'être pas allé jusqu'à la suspension des cours. Ça se comprend à peine. Est-ce que vous voyez? Ça se comprend à peine. Et donc, dans l'un ou l'autre des cas, oui, c'est une faute, parce que les instructions devraient être drastiques et systématiques. Justement pour carrément empêcher même, parce que jusque-là, de façon officielle, nous n'avons enregistré que 5 cas, je dis de façon officielle. Parce que lorsque je prends par exemple celui qui a été appréhendé alors qu'il revenait d'un voyage, il a été conduit par quelqu'un, il se trouvait peut-être des passagers, ceux-là sont rentrés dans leur famille. S'il y a une femme qui est allée vers un mari polygame, ce dernier est allé vers sa coépouse, ainsi de suite. Donc, officiellement, dans 5 cas d'accord, mais on est quand même à même de pouvoir prendre les dispositions les plus sérieuses afin qu'on ne dépasse peut-être pas ces 5 cas-là. Et donc, le Bénin, face à sa situation précaire, peut-être que quelque part, l'autorité gouvernementale est en train de craindre les impacts économiques, mais il n'en demeure pas moins que les milieux scolaires soient très rapidement saisis afin que ces instructions-là sévissent. Peut-être que ça aurait eu lieu qu'on n'aurait pas enregistré, par exemple, ce drame-là, parce que c'est vraiment dommage qu'il y a eu lieu. Parlant de chiffres, puisque Landry a évoqué tout à l'heure 5 cas, vous n'avez quand même pas l'impression qu'au niveau des chiffres, soit on est en train de nous mentir, ou soit on ne nous donne pas la vraie valeur, les vrais chiffres pour le moment sont cachés au grand public? Non, quand vous dites si on n'est pas en train de nous cacher, il faut, pour bien apprécier le traitement qu'on fait des bilans dans cette situation, il faut se référer quand même à certains pays comme la France, tel que vous avez pu le constater. Le bilan qu'on nous envoie sur les chaînes de télévision et sur les réseaux sociaux et tout, ce sont des cas de décès en milieu hospitalier. Et donc, et qui ne comportent pas ceux qui décèdent à domicile et ceux qui décèdent dans les maisons de retraite qu'ils appellent EHPAD. Les bilans qu'on nous présente ne prennent pas en compte tout cela. C'est possible, c'est bel et bien possible que chez nous, des gens aient le virus et que peut-être jusque-là, de façon officielle, personne ne soit informé. Et donc, je ne pense pas que de façon volontaire qu'on ait des cas et qu'on ne communique pas dessus. Non, je ne pense pas. Je trouve plutôt que je penche beaucoup plus pour la possibilité qu'il y ait des cas à domicile, comme un peu partout au monde, où les autorités n'ont pas droit de regard sur ça. Et donc cela traduit que le virus est déjà au sein de la population. Si on prend en compte ces cas-là. Je crois que Landry l'a exposé tout à l'heure. Quand on prenait la plupart de ceux-là qui ont été déclarés contaminés, quand on voyait leur parcours, et que tout ça, depuis des semaines, on n'en est qu'à 5 cas, vous n'avez pas l'impression, vous comprenez un peu ce que je vous dis, vous n'avez pas l'impression quand même que dans une certaine mesure, soit on cherche à réduire ou bien à moindrer au maximum l'impact de ces chiffres sur la population, ou il y a peut-être un flou ou bien un manque de transparence au niveau de ce qu'on nous déclare officiellement. Oui, souvent ce que je dis par rapport à la situation, c'est pas que nous avons été en contact systématiquement, que je suis testé positif et que tu es d'office testé positif. Je ne peux pas, puisque le parcours de toutes ces personnes-là
testés positifs, on a quand même retracé le parcours, on a quand même ramené un certain nombre de personnes. Et si juste là, les chiffres n'ont pas augmenté, ça veut dire qu'ils ont fait des tests et que c'est négatif et donc il n'y a pas de raison d'en rajouter. Ça, c'est mon point de vue. De mon point de vue, je crois qu'il y a quand même une certaine manipulation au niveau de la communication. Mais, à bon dessein. Non, la communication, la communication, la nôtre ou bien... Bon, la vôtre, je ne sais pas... Oui, la nôtre a dit la communication du Bénin. Non, de toutes les manières, et c'est ce que j'allais dire. Lorsqu'on prend en compte la dangerosité de ce virus-là, je doute qu'on soit à 5 ans. Je doute parce que, ne serait-ce que pour ce qui concerne le corridor, le flux, vous vous postez tout de suite devant le stade de l'Amitié, vous allez voir combien de cars, combien de bus vont et viennent. Je ne vais même pas parler des cas intérieurs, c'est-à-dire les conforts line et consorts. Non, je ne parle même pas d'eux. Je parle des TSF, des bus nigérians, ainsi de suite, qui vont et qui viennent. Un simple arrêt, même si au départ ils sont déclarés sains, un simple arrêt pour acheter de l'eau est déjà sujet à contagion. Est-ce que vous voyez? Donc, ne serait-ce que sur ce flux-là, je doute qu'on soit à 5 ans. L'autre chose, dans l'habitude même du Béninois, c'est qu'on ne part à l'hôpital qu'au dernier moment. J'ai des maux de tête, j'ai un rhume, c'est juste un rhume, ça va passer. Je n'arrive plus à respirer, c'est pas grave. Il faut passer un peu de Vitago, bien se pommader, mettre 2 ou 3 chemises, et puis ça va aller. C'est après qu'on se dit, mais écoute, malgré tout ce qu'on a fait, ça ne va pas, il vaut mieux aller à l'hôpital. Donc, c'est peut-être possible qu'il y ait, à ce stade, enfin, là où nous sommes présentement, des gens qui soient contaminés et qui ne se soient pas encore rendus à l'hôpital. L'autre chose, l'autre aspect de ce point-là, c'est purement psychologique, c'est qu'il se pourrait bien qu'il y ait des gens qui soient infectés, mais qui se disent « Ah, il ne faut pas que j'aille à l'hôpital parce qu'on va dire ah, tu as appris Vaudy dans le quartier, l'autre là, il est maintenant, c'est un coronavirus, hein, tu as vu, il n'est plus là. » Donc, tous ces aspects-là, mis dans un panier, prouvent à suffisance que 5 cas, c'est très peu. Pour finir, j'allais finir, c'est qu'il y a quand même des gens, parce que jusqu'à présent, au niveau de nos frontières, et surtout aériennes, il y a des gens qui continuent d'arriver. Il y a des vols qui continuent d'atterrir sur le tarmac béninois. Le virus fait 3 à 4 jours dans la gorge, paraît-il, seront les spécialistes de la question. Puis après, commence par évoluer. Et ce n'est qu'après des poumons et tout. Voilà, une dizaine de jours, plus 14 jours, qu'il y a manifestation des symptômes. Et donc, quelqu'un qui a contracté le virus le jour de son vol, par exemple, et qui arrive à l'aéroport, peut ne pas faire de la fièvre, mais quand il rentre, il faut quelqu'un, il faut un taxi, son jardinier, son cuisinier, là où il s'arrête pour acheter, aujourd'hui, si tu présentes par exemple la situation comme ça, c'est comme tu ne prends pas en compte les nouvelles données. Aujourd'hui, quand vous atterrissez à l'aéroport Cardinal Belladin-Ganti, vous êtes envoyé en confinement, c'est systématique. Mais avant la prise de ces mesures-là, et la réquisition mais est-ce que de la date là, je veux parler de 17, à partir du 17 jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà compté les 15 jours de la période d'incubation qu'il faut? Je crois qu'il faut attendre que ce mois-là finisse totalement, qu'on rentre en avril pour voir si effectivement des gens, dans le laps de temps que tu es en train de présenter, il faut voir si des gens ont contracté, si des gens effectivement ont pu contracter le virus dans ce cadre-là. C'est sûr, quand on sera autour de 3, 4, 5 avril, on doit pouvoir avoir d'autres cas. Ce qui est certain, c'est que quand je prends le cas de l'Italie, par exemple, qui dès les premiers instants n'a pas pris de mesures drastiques, on a vu les conséquences auxquelles elle s'expose aujourd'hui. Donc, il ne faut pas peut-être attendre que ces jours-là s'épuisent avant de se dire « Ah, ben tiens, nous sommes en présence d'un cas sérieux, il faut maintenant renforcer les mesures. » C'est pour ça que je dis
que ce n'est pas exclu qu'il y ait une manipulation au niveau de la communication, mais à bon dessein. C'est-à-dire que l'État, peut-être, en tant qu'autorité, ne veut pas jeter de la psychose au niveau de la population. Mais toujours est-il qu'il y a des données. Oui, mais la conséquence de ça, la conséquence, c'est que quand vous circulez dans la ville, on voit des gens qui se disent, bon, votre virus là, ben, bien on sûr. voit qu'il y a... Oui, oui, et il y a un gros problème actuellement, parce que effectivement, coronavirus, c'est seulement sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télé et sur quelques radios qui en parlent abondamment. Mais lorsque vous descendez au cœur de la population, c'est seulement quelques-uns de nos compatriotes qui sont sur WhatsApp et qui peuvent vous en parler entre deux mots et puis c'est fini. Mais le gros de la masse, mais les gens ils sont pas informés. Mais Yves, sur ce même plateau, on avait demandé à ce que le gouvernement utilise les congonneurs, les crieurs publics. On voit que le gouvernement met plutôt beaucoup de néons sur d'autres choses. Mais ça permet quand même de sensibiliser. Non, je crois que les radios sont entrées dans la danse, les radios communautaires sont entrés dans la danse, les élus locaux à certains niveaux, certains artistes qui ont quand même une certaine audience s'y sont mis. Et la période est assez courte pour que la sensibilisation soit parce que c'est le Bénin, c'est pas seulement le littoral. Oui, mais Landré, il parle de la période très courte, mais on a vu qu'avec quelle célérité le gouvernement a pris 1000 chambres d'hôtel. Donc, oui, est-ce qu'avec cette même célérité, on ne pouvait pas demander aux crieurs publics de rentrer dans la danse? Non, j'ai déjà dit ici, la semaine passée, j'ai déjà dit ici que nous tous qui sommes ici, nous ne sommes pas dans les villages, dans les agglomérations pour ça, mais je sais que des élus locaux le font faire déjà par les crieurs publics à leur disposition. Non, il ne faut pas que ce soit des crieurs publics. Il faut que ce soit une mesure. Vous avez vu, il a fallu, par exemple, que l'État ne décide pas de la suspension des cours pour que, dans le milieu estudiantin, on assiste à l'organisation entre les étudiants eux-mêmes pour arrêter des cours. Ils peuvent être dans la crainte de ne pas sécher. De toutes les manières, si moi j'étais responsable étudiant, par exemple, je donnerais plutôt l'ordre à mes camarades de systématiquement boycotter les cours pour mettre en difficulté les professeurs qui sont supposés être en connaissance de la mesure, mais qui viennent toujours dispenser des cours à 1000 étudiants. Et le professeur a raison parce qu'il ne lui a pas été notifié de façon explicite qu'il ne faut plus venir au cours. C'est justement pour ça que j'ai parlé de déficit de responsabilité. Et je pense que même à ce niveau-là où nous sommes, sur ce point-là, c'est toujours un déficit de responsabilité. De toutes les manières, c'est apparent. C'est apparent en ceci que on ne peut pas aujourd'hui attendre que nous soyons face à des conséquences qui fassent peur avant de prendre des mesures. Le Rwanda a été, je crois, le premier pays à fermer ses frontières par rapport à cette histoire, mais aujourd'hui, ils ont enregistré des cas. Est-ce que vous voyez? C'est vrai que la fermeture des frontières n'a pas empêché que le virus entre sur le territoire, mais on peut au moins déduire de là que ça a participé à freiner quand même la propagation. Et le Bénin qui jusque-là, malgré la frontière de plusieurs pays, on a vu le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite, même le Togo, est dans un certain laxisme. Je pense qu'il ne faut pas attendre justement qu'on en arrive là. Et l'État, de toutes les manières... Mais quand vous parlez des frontières, si tous ceux qui sont autour de vous ferment leurs frontières. Oui, c'est logique. C'est logique parce que le Nigeria a fermé sa frontière. Quand on dit tous ceux qui sont là, mais il y a quand même les... il y a ceux qui viennent. La voie aérienne. Il y a la voie aérienne. Oui, mais il y a un traitement qui a été adapté à ceux qui doivent venir par voie aérienne. Les fameuses chambres, les mid-chambres, oui. D'où s'échappent parfois même. De toute façon, on a eu beaucoup de... Non. Il y a eu un flottement, le tout premier jour. C'est justement ce flottement-là qui me laisse dire, qui me fait penser jusque-là. Flottement parce qu'il y a une vraie manipulation de chiffres. Une manipulation et quelque part un laxisme. C'est-à-dire qu'on ne prend pas toute la mesure par rapport à ce truc-là. Je crois que si les pays comme l'Italie, la France,
sont en difficulté aujourd'hui par rapport à la propagation de ce virus-là, ce n'est pas le Bénin qui va se taper sa petite poitrine de moineau. Peut-être que les Béninois prennent du soleil bien peu pour... Bon, il paraît, de toutes les manières, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui aurait dit que c'est complètement faux. Mais en attendant, ce qui est certain, c'est que nous avons forcément des vertus traditionnelles qui peuvent prévenir ou guérir ce mal-là. Bon, de toute façon, de toutes les manières, ce n'est pas officiel et ce n'est pas démontré. Donc, oui, on ne sait pas. Je voudrais quand même qu'on voie un peu le ministre de la Santé, sa gestion de la crise actuellement. Voilà un grand professeur à qui on a confié ce ministère. Et aujourd'hui, lorsque vous le voyez, on a l'impression qu'il est très gêné. On a cette sensation que c'est quelqu'un qui joue un rôle auquel lui-même n'est pas vraiment adapté ou bien n'est pas très préparé. En tout cas, c'est l'impression que moi, je lis à travers la personne chaque fois qu'il anime les conférences de presse. Donc, de vous n'avez pas cette même observation que moi. Vous n'avez pas l'impression que finalement, il est dépassé par les événements. Bon, là, vous posez un problème c'est une grosse polémique. Mais, pour ce qui me concerne, je me demande, est-ce que lui-même, il a les coups des franches? Parce que pour que quelqu'un soit constamment en tout cas à l'aise dans l'exercice de ses prérogatives, il faut qu'il se sente vraiment libre. Est-ce qu'il l'a? Je ne suis pas en position de pouvoir le dire. N'empêche que sur les résultats que nous avons, il y a matière à critique. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'il ne soit pas à l'aise dans l'administration, en tout cas dans l'exercice de sa fonction ou pas, sur les résultats, de toutes les manières, ce n'est pas convaincant. Ne serait-ce que, par exemple, sur cette crise-là, eh bien, en tout cas, du béninois lambda que je suis, mon observation, c'est que ça laisse complètement à désirer. On ne traite pas une population comme ça. On ne traite pas une population comme ça. On ne va pas attendre qu'on commence par nous dire, ben écoutez, Calavi vient de disparaître parce que tous ceux qui sont là-bas sont contaminés. Non, on ne va pas attendre l'extraordinaire. Il faut prendre les mesures idoines. Il faut prendre les mesures qu'il faut, surtout que nous sommes en face d'une menace planétaire qui est en train de décimer. C'est vrai que lorsque vous observez un peu le professeur Ompati, ça c'est un constat personnel que j'ai fait sur lui. C'est quelqu'un qui n'est pas trop média. Et donc aujourd'hui, malheureusement pour lui, il se retrouve sous les feux de la rampe et il est bien obligé d'y aller. Ça ne remet aucunement en cause ses qualités. C'est quelqu'un qui n'a pas d'autres. Je vois d'autres profils en face de la même situation, même n'étant pas ministre de la santé, à qui on remettrait peut-être des cadrages, qui seraient très à l'aise devant les caméras, la presse et tout. Je crois qu'il ne faut pas se tromper sur la posture du ministre. Dire que la situation, est-ce qu'il a les coups des franches? Une chose est sûre, c'est le seul spécialiste de la question au sein du gouvernement. Et je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à faire qui ait été notifié et que cela n'ait pas été pris en compte. Cela dit, ce qu'il faut prendre en compte lorsqu'on est en face de cette situation-là, il y a souvent que le technicien et le politicien ne font pas bon ménage, très souvent. Parce qu'il peut y avoir une mesure à préconiser de l'avis du technicien, mais le politique qui a la gestion de la vie économique de milliers de millions de personnes est bien obligé de s'adapter à la situation. Le politique est bien obligé de reconsidérer certains paramètres avant de prendre un certain nombre de décisions. Ce conflit-là, qui est propre à tous les régimes,
qui est propre à toutes les organisations où doivent cohabiter des techniciens et des politiciens, on peut noter cet écart-là dans les prises de décision. Mais à mon avis, ça ne remet pas en cause ce qui se fait. Celui qui dit qu'il faut la mesure idéale, c'est de suspendre les coûts, c'est de paralyser les marchés et tout, c'est d'arrêter en quelque sorte la vie économique du pays. Ça, c'est l'avis du technicien qui voit la propagation du virus. Et en même temps, il y a le politique qui regarde les entrées, qui regarde les caisses de l'État et qui essaye de voir est-ce que nous ne faisons pas trop dans la psychose aussi, qui essaye de... C'est le politique qui fait ça. Et donc, je crois que c'est... Il semble qu'on en arrive. Il semble qu'on en arrive parce qu'à partir de lundi prochain, il y a suspension des activités au niveau des transports communs et c'est une forme de paralysie parce qu'au marché, il n'y aura pas d'activité. Non, c'est clair que dès qu'on suspend... Les taximens, les propriétaires de véhicules vont être dans une galère sévère. Parce que c'est quand même un certain temps, c'est quand même plusieurs jours. Oui. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça ne se complique pas, oui. 2 semaines. D'une manière ou d'une autre, on est en train d'arriver à un confinement entre griffes. On est en train d'arriver à la situation. C'est Wi-Fi, la situation qui fait peur. La situation qui fait peur aux politiciens. On est en train d'arriver là. C'est pour moi, je suis peut-être alarmiste. Je le suis peut-être, mais je dis quand vous suivez les médias, c'est vrai qu'il ne faut pas s'emballer. C'est vrai, et là, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il ne faut pas verser dans la psychose, mais lorsque vous suivez les médias, lorsque vous voyez la manifestation de cette maladie-là, lorsque vous considérez le mode de propagation, je pense qu'il n'est pas moins pertinent de prendre des mesures idoines très tôt. Dans tous les cas, à vous suivre, on sent qu'il y a des reproches à faire dans le mode de communication quelque part au gouvernement. Et l'autre sujet sur lequel le gouvernement aussi a été, je ne veux pas dire, enfin, on a fait des reproches au gouvernement, c'est sur la situation qui s'est produite la dernière fois, le lundi passé, à la frontière bénino-togolaise. Le drame s'est produit à Gouégan, c'est une localité frontalière entre le Togo et le Bénin. Donc, lundi 23 mars, le Togo avait fermé ses frontières terrestres pour lutter contre le coronavirus. Et c'est en ce moment qu'un passeur béninois dénommé Émile Bruce aurait tenté de franchir la frontière en compagnie de 11 personnes par voie fluviale. Selon le communiqué du ministre togolais de la Sécurité, le général Yak, le passeur clandestin a bravé la décision de fermeture de la frontière. C'est ainsi qu'il a été intercepté par les militaires déployés pour surveiller les berges du fleuve Mono et du lac. Ils ont été tous conduits après donc leur arrestation au poste pour interrogatoire. Et mécontent de l'action des militaires et contre toute attente, ce passeur contourne un des militaires au moment de leur interrogatoire et lui prend son sac contenant 3 chargeurs avant de se jeter dans la lagune, précise toujours le patron de la sécurité togolaise. Et puis, par la suite, finalement, il a été abattu. Et ce qui a été remarquable dans cette situation, c'est que l'autorité togolaise, tout de suite, a fait un communiqué pour décrire la situation et en plus, pour présenter ses condoléances à la partie béninoise. Et mieux, l'autorité a annoncé des enquêtes. Mais jusque-là, au niveau de la partie béninoise, silence radio. Ouais, lorsque et vous croyez communiquer. Lorsque vous abattez un citoyen d'un pays frère limitrophe, je crois que la première des choses que vous faites, c'est la réaction là qu'ils ont eue. Ils ont raconté leur version. Et c'est normal que du côté du Bénin, on ne puisse pas se jeter tout de suite sur ce qu'ils ont dit. C'est sûr que les nôtres aussi vont creuser pour savoir exactement ce qui s'est passé. Un passeur
qu'on prend avec 11 personnes. On les amène, je suppose, au poste de police. Il prend un sac contenant et il court. Quelle est la distance entre le commissariat et le fleuve? Il court jusqu'à il se jette dans le fleuve, on lui tire dessus. Je crois qu'il y a une zone d'ombre. Moi, je ne crois pas cette version. J'ai lu la version togolaise, moi, ça m'a fait rigoler. Ça, ce truc-là, c'est pas vrai. Mais Yves, ce qu'on demande, on attend toujours. Même si, est-ce que là, ils ont bel et bien dit qu'il y a une enquête en cours? Oui, il y a une enquête. On connaît. Nous aussi, cette histoire, c'est classé. Mais est-ce que de notre côté, l'autorité, notamment le ministre de l'Intérieur ou bien le ministre de la Défense, ont communiqué, ou tout au moins le ministre de la Communication, venu nous dire, bon voilà, effectivement, il y a un des nôtres qui a été abattu. Bon, voilà la situation. Les autorités togolaises, conjointement avec les autorités béninoises, ont ouvert une enquête et que d'ici peu... Oui, comment voulez-vous que le Bénin se prononce sur ce cas-là si le Bénin n'a pas investigué? Mais Yves, parce qu'on ne peut pas... non, le Bénin ne peut pas se contenter... Une investigation prend toujours du temps. Oui. L'enquête prend toujours du temps. Tout ce que nous demandons, c'est déjà au moins... Pour l'instant, là... Reviennent nous dire, bon, effectivement... Nous avons enregistré une telle situation. Pour l'instant, non. Je trouve que la démarche, elle est judicieuse de se contenter de la version togolaise pour l'instant. Ça va permettre à la partie béninoise de faire ses propres investigations. Donc désormais, les informations parfois qui concernent le Bénin, il faut les avoir dans notre pays. Je pense qu'on a eu la dernière fois. Vous vous rappelez, on ne peut pas dire directement. Non, on ne peut pas dire directement que ça concerne le Bénin. C'est un citoyen du Bénin qui a été abattu dans un pays par des soldats d'un autre pays. Donc c'est à eux de nous donner des explications. Eux nous ont déjà donné leurs explications. C'est sûr que nous aussi nous avons des éléments sur le terrain qui vont nous aider à collecter des données pour savoir réellement ce qui s'est passé. C'est trop beau ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont sorti comme communiqué là. Oui, mais Landry, pour le moment, moi, je ne rentre pas dans le fond. Je ne cherche même pas à savoir s'ils ont raison ou pas. C'est pour ça que nous avons justement besoin de la version béninoise pour comprendre. D'ailleurs, déjà même, rien ne nous dit qu'effectivement un Béninois a été abattu. Puisqu'on n'a que la version togolaise. Et c'est aux Béninois, puisqu'on dit que quand il y a un décès, c'est à la famille de prononcer la mort de leur frère. Et jusque-là, silence radio, on se demande même si ça fait même l'affaire des autorités béninoises. Car c'est le sentiment que ça donne. Bon, pour ma part, je pense qu'il va quand même falloir un peu plus de considération à l'humain de notre part. Parce que les situations se suivent et se présentent tout comme si l'homme s'égale maintenant à un animal, quoi. Ou, bon, allez, d'un coup de truc, on chute quelqu'un, personne n'en parle, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Vous le dites si bien, on ne sait même pas si c'est un Béninois. Peut-être que c'est un Togolais que ça s'est passé parce qu'il n'y a aucune version. Je crois que de toutes les manières, il va falloir reconsidérer ce genre de situation. On a parlé dernièrement d'un coup d'État. Enfin, la rumeur a fait état de ce qu'il y a eu une tentative de coup d'État au Bénin, et c'est la lettre du continent qui a informé les Béninois. Aucune autorité n'est montée au créneau pour situer l'opinion par rapport à ça. On vient de parler tout de suite d'un étudiant qui a été abattu par balle. Est-ce que c'est un jeu de pierre? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une balle? Est-ce que c'est effectivement un Béninois? Bon, ça, c'est quand même vrai à 98% parce que c'est un étudiant, il était sur le campus béninois, mais il se peut qu'il soit un étranger. Et donc, il relève de la responsabilité de l'autorité d'investiguer ou, en attendant les résultats, de monter au créneau pour situer l'opinion par rapport à ça. Et donc, pour ce qui concerne la situation dont vous parlez, il est vraiment à déplorer qu'on en soit justement à cet tâtonnement pour savoir si la version de la partie togolaise est vraie ou si en temps c'est un sketch qui a été monté de but en blanc. C'est très très pertinent et assez responsable que l'autorité monte au créneau. Je crois que c'est un appel à lancer à l'endroit de nos gouvernants, j'allais dire, pour que de ce genre de situation ne soient pas laissés comme ça au traitement de l'opinion à qui mieux, qu'on soit vraiment situé par rapport à ça. L'autre chose qui me vient rapidement à l'esprit, je vous dévance peut-être,
c'est le laxisme qu'observent les citoyens par rapport à la situation de cette pandémie. Logiquement, quelqu'un qui sent les mots doit tout de suite se mettre en isolement. Il doit se signaler de lui-même, parce que ne pas le faire, c'est contaminer ses proches. Et du fait que ce soit le premier amour qu'on entretient dans notre environnement, c'est quand même assez déplorable. Je crois que c'est de l'incivisme, et il faut peut-être en arriver à plus de propagande, à plus de sensibilisation, je ne sais pas, mais ça aussi c'est à déplorer. C'est ce qui me venait rapidement à l'esprit par rapport à votre question. De toute façon, ce sont des points pour conclure l'émission, on en viendra. Mais aujourd'hui, vous l'avez évoqué, on a comme le sentiment que, lorsque les faits arrivent, le gouvernement, bon, ok, je m'en fous, ça ne sert absolument à rien de communiquer sur ça. La preuve, dans presque tous les pays, on a eu la version, ou bien on a eu des déclarations du président de la République. Je parle du corona, par exemple. On a eu la déclaration du président de la République. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara l'a fait, je crois, à plusieurs reprises. Au Togo, on l'a eu également, et dans certains pays, on l'a eu. Malheureusement, chez nous, jusqu'à aujourd'hui, silence radio. Non, vous ne pouvez pas dire que jusqu'à aujourd'hui, c'est silence radio. Peut-être vous parlez de déclarations télévisées et diffusées, comme ça s'est passé dans les autres pays. Si c'est de ça que vous parlez, d'accord. Sinon que quand même il y a une page Facebook où il y a quand même eu un message sur la page du chef de l'État. Ça s'est vu. Moi je trouve que c'est peut-être un choix de communication. N'empêche que le gouvernement a été très actif sur la question. On a vu quand même le ministre de la communication, on a vu le ministre de la communication et tous ses conseillers déployés sur les chaînes de télévision, les radios et tout pour parler du coronavirus. Ben maintenant, bon, c'est vrai qu'on veut bien entendre la voix du chef de l'État, mais bon, je me dis... Oui, mais Yves, est-ce qu'on a donné caution à un ministre? C'est au président de la République. Et comme l'autre l'a dit, nous sommes réellement en guerre. Et dans cette situation, c'est au président de la République de venir, de parler pour dire, bon, voilà, attention, il y a une telle situation qui... Non, mais il préside quand même un conseil, une sorte de conseil sur la pandémie. Et il y a quelqu'un qui porte la voix chaque fois, qui est le ministre de la Santé, qui fait le point chaque fois qu'il est question de faire le point. S'il estime que, bon, si le chef d'État estime que c'est pas important pour lui du moment où déjà tout le travail est fait et qu'il y a quelqu'un qui répond chaque fois aux préoccupations, bon, c'est son choix. Chez moi, c'est seulement sur ce plateau que je trouve que on attendait qu'ils viennent parler de la pandémie et tout. Sinon, moi, je trouve que c'est un choix de communication et chacun assume, quoi. Bon, c'est vrai. De toutes les manières, on sait que nous avons un président qui ne parle pas trop. Il ne parle pas trop. Secondo, c'est vrai aussi qu'il y a une autorité gouvernementale qui est spécialiste de la question et qui s'adresse à la population. Mais il serait plaisant, je crois, plaisant que, pour ce qui concerne la gravité de la situation, et considérant la soif des populations, considérant l'autorité de la voix de la personne dont il s'agit, et considérant l'adresse de tous les autres, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de les copier, mais qui dans ces situations-là, ce sont toujours eux-mêmes, en tant que première autorité, en tant que premier citoyen, adressés à leur population, il serait vraiment bien d'entendre le chef de l'État. Surtout que c'est lui que c'est quand même 65% des Béninois qui l'ont élu. Donc, dans cette situation-là, c'est plus rassurant, ça se montre plus rassurant que ce soit lui qui porte la voix vers les citoyens. Oui, parce que tel que vous le
préconisé, c'est que chaque fois... C'est peut-être la normocommunication qui est toujours... Cela suppose que chaque fois qu'il y a... Non, on n'a pas dit chaque fois. On n'a pas dit chaque fois. Parce que la situation évolue. Est-ce que les chefs d'État que vous avez cités, Faure du Togo et Ouattara de la Côte d'Ivoire, ou bien Macky ou Roch dont vous parlez, est-ce que c'est chaque fois, par exemple, que cet exercice-là, je crois, eux, ils l'ont fait une seule fois. Mais depuis, ce sont leur ministère sectoriel directement concerné par la question qui se prononce. Mais donc, justement, ils l'ont fait une fois. Ils l'ont fait une, et je pense que par rapport à la gravité de la situation, parce que c'est de ça qu'il est question. On parle de la gravité de la situation. Et dans ce genre de contexte, c'est au président de la République de parler. C'est pour ça que je parle de choix de... Peut-être qu'au niveau de la présidence, c'est en cours. Bon, comme d'habitude, c'est peut-être en cours et qu'on espère peut-être que comme jusqu'à présent, nous n'avons que 5 cas. On a peut-être d'en avoir c'est comme les autres. Comme les autres. Ça ne peut pas aller. C'est peut-être ça. Non, c'est pour ça que je dis, j'ai considéré des critères. Je ne dis pas qu'à chaque fois qu'il y a un bilan à faire ou à chaque fois qu'il y a une situation, qu'il se dépêche vers le peuple pour opiner. Mais n'empêche qu'il nous a habitués à quand même opiner à des moments précis. À des situations, face à des situations spéciales. Et donc, on l'a vu par rapport à la question de l'aéroport, par rapport à des médicaments, il a fait. Et tout récemment, par rapport à la crise politique. Voyez. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, considérant ces critères-là, et face à la menace qui est quand même assez grave, il serait bien. Ça ne veut pas dire que la voix du ministre de la Santé n'est pas crédible. Il sait, lui également, en tant que porte-parole déjà de tout le gouvernement, et donc, y compris. Oui, le porte-parole du gouvernement. Oui, lorsqu'il s'agit de cette question, oui, mais par rapport à la question spécifique, oui, en lui-même déjà. Là, je voulais parler, pour ce qui concerne peut-être, si tu voulais insinuer qu'il parle déjà en remplacement du chef de l'État, donc il est quand même le porte-voix du gouvernement. Et donc, en parlant, c'est découlant de la voix du chef de l'État. Et donc, c'est pour ça que je disais, oui, il s'est adressé à la nation. Mais il serait bien que par rapport à la spécificité de la situation, que le chef de l'État, qui est notre président à tous et qui est notre bien-aimé, qui s'adresse à nous afin qu'il nous rassure encore plus. Alors, pour clore cette émission, je veux vous soumettre à un tout petit exercice. Vous aurez chacun 30 secondes pour me dire 3 choses rapidement que le gouvernement a fait de bien par rapport à cette crise, par rapport au coronavirus. Bon, de toutes les manières. Non, les 3 choses d'abord. Parce qu'il ne faut pas que l'autre réfléchisse en fait. Non. Si ne prend pas. C'est la prise de mesure. Oui, j'ai dit 3 choses. La prise de mesure, c'est ce que moi je vois pour l'instant. Une seule chose. Oui, c'est ce que je vois. Je vois le confinement systématique de tous ceux qui atterrissent à l'aéroport international de Cotonou. Donc les méchants. Bon. La prise de mesure englobe le confinement systématique au niveau des... Oui, et l'érection de ce centre d'isolement. Les centres de prise en charge. Oui, les centres de prise en charge. Et cette commande qui est un record, 200 appareils d'assistance respiratoire, qui, selon la déclaration du ministre de la Santé, est en cours de livraison. Je crois que ce sont 3 actes forts qui témoignent de ce que la crise suscitée par cette pandémie-là est prise au sérieux. Parce que vous avez quand même quelques petites questions par rapport à, très rapidement, les 200 appareils achetés. Ces 200, c'est commandé chez qui? Vous savez qui a eu la commande? Ça sera livré où et quand? Vous avez une idée? De toute façon, si un ministre de la République sort d'un conciliabule avec l'ensemble du gouvernement et vient annoncer ça sur la place publique, c'est que ils sont sûrs et que la commande a été passée et qu'en son temps, elle sera réceptive. Oui, la réception. On en a tellement vu dans ce pays que... Non, ils ont dit... On ne peut pas... Le gouvernement a dit avoir commandé 200 appareils assistance respiratoire. Ils l'ont dit. On a entendu. On attend tous de voir. Et on n'a pas... Est-ce qu'on n'a pas le droit de savoir à qui cette commande a été faite ou Bon, il faut peut-être estimer qu'en son temps, on le saura.
C'est peut-être pas une information, comment j'allais dire, une information capitale. Peut-être qu'en son temps, on le saura. Je crois que jusqu'à présent, il y a une ambulance qui traîne toujours les pas, n'est-ce pas? Il y a une ambulance qui traîne toujours les pas et finira par venir sûrement. Et donc, face à la situation, en tout cas, qui est assez grave, je crois que le gouvernement a assez pris la mesure des choses. C'est vrai qu'il y a matière à critique, c'est vrai, mais je pense que ce sont des mesures idoines qui ont été prises et que le laxisme qu'on a l'impression qui est en train d'être observé sera rattrapé. Merci à vous, Landry Vaudier. Merci. Merci, tout le plaisir a été pour moi. Merci également. Et merci à nos internautes, ceux-là qui nous suivent toujours. Je rappelle que vous pouvez laisser votre avis sur chaque émission, vos commentaires et des propositions de sujets également pour nous. Merci d'être toujours en nouveau et à la semaine prochaine.